Bonjour à tous, vendredi 5 juillet, on va compléter notre deuxième semaine de Aime l'été en bonne compagnie, notre rendez-vous quotidien entre midi et 13h qui vous revient avec des sujets encore bien intéressants. À travers nos invités, on parlera d'entraide et de bienveillance, de nostalgie et de souvenirs, mais plus particulièrement de théâtre en plein air, de télé, de musique et de balado. Encore une fois, une émission qui devrait clore la semaine en beauté. Et à chaque vendredi de l'été, on va prendre l'habitude d'inviter une personnalité connue pour passer toute l'heure avec nous. Alors on prend le temps de se déposer et d'échanger avec quelqu'un d'inspirant. Bienvenue à Aime l'été. Nos invités aujourd'hui, on retrouve Guylaine Marois, journaliste, scénariste, musicienne, réalisatrice et productrice. On lui a parlé la semaine dernière à propos du balado Beau dommage dont elle est l'idéatrice. On avait envie de la réinviter pour en jaser davantage, mais aussi de discuter avec elle de d'autres sujets. Également, le théâtre La Roulotte est toujours bien vivant et de retour cette année dans les parcs de la ville de Montréal pour divertir jeunes et moins jeunes. On reçoit Sophia Blondin qui a signé la mise en scène de Fortissimo. Et nous allons passer l'heure avec la comédienne Catherine Renaud, toujours bien présente à la télé dans des séries très populaires, mais elle est également porte-parole pour Le Chaînon. Ça aussi, ça nous intéresse. Alors, je vous propose de nous suivre jusqu'à 13h à Aime l'été. Aime l'été. Bonjour Nathalie Barrette. Allô, comment vas-tu? Ben, très bien. Alors, encore une fois, on va passer toute l'heure ensemble avec Catherine Renaud. Bonjour Catherine. Et bonjour à vous deux. Merci pour l'invitation. Ben, quelle bonne idée qu'on a eue de t'inviter parce que tu es effectivement inspirante. Non seulement on te voit beaucoup à la télé, vraiment, et puis je pense que depuis 2022, là, particulièrement, écoute, une quotidienne indéfendable, puis avec 5e rang, bien sûr, écoute, il y en a long à dire, là, il y a quand même, parmi les séries que tu as fait dans les dernières années, Indéfendable, qui se poursuit d'ailleurs, le 5e rang, Les bracelets rouges, Les mecs, Classés secrets, cette série, ce trailer d'espionnage finalement. Oui. Et puis, alors on va parler de tout ça, bien sûr, de ta carrière, mais de bien d'autres choses parce que tu es une fille, tu n'es pas inspirante pour rien, c'est parce que tu t'impliques aussi beaucoup à tous les niveaux. Tu es porte-parole du Chaînon, entre autres. Ouais. Merci, mon Dieu, c'est très gentil de dire que je suis inspirante. J'aime ça, les gens inspirants. Ben, c'est très gentil. Alors, ça va de soi pour moi. Je pense que je dois ça peut-être à mes parents, mais cette envie de donner au suivant, cette envie de s'impliquer, cet amour des gens. Déjà, j'ai grandi dans une famille où on accueillait beaucoup la famille, où il y avait de l'entraide, où on connaissait nos voisins. Donc, on dirait que ça se poursuit pour moi, c'est tout naturel. Et de par notre métier, je pense que quand on est comédien, comédienne, c'est parce qu'on a envie de travailler en équipe, c'est parce qu'on a envie de raconter des histoires aux gens. Puis, ça fait toujours plaisir d'ailleurs quand les gens sont souvent... il y en a beaucoup qui sont timides ou gênés, qui ont peur de nous déranger. Puis ça m'étonne toujours en me disant, en même temps, on a choisi ce métier-là, on vous raconte des histoires si vous les aimez, si vous aimez nos personnages. Ça peut juste faire plaisir que vous veniez nous le dire. Puis les gens ici sont tellement délicats. Mais c'est quand même pas tous les comédiens qui sont à l'aise avec ça. Pas parce que tu deviens comédien que nécessairement tu es à l'aise avec le contact, avec les gens. Ça, c'est vrai, par contre. Ouais, c'est vrai. Des fois, il y a des gens qui approchent des personnalités connues, puis après ça, j'ai entendu « Elle est donc bien bête » ou « Il est donc bien bête ». Mais non, c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être qu'aujourd'hui, elle est dans sa bulle. C'est peut-être qu'aujourd'hui, elle a eu une mauvaise nouvelle. On a des mauvaises journées, nous aussi. Ben, c'est vrai. Tu fais bien le mentionner. Ouais, oui, on n'est pas juste des bulles ouvertes. Exactement. On n'est pas en spectacle tout le temps. Exactement. Non, c'est vrai. Ça. Vous n'êtes pas toujours en représentation, non. Bien évidemment. Et puis, bon, alors là, évidemment, vous avez pris... Indéfendable va se poursuivre à l'automne. Oui. Vous avez commencé un petit peu plus tard le tournage, suite au décès de Richard Dubé, là, bien sûr, qui est décédé en janvier dernier. Oui. Et le co-auteur, en fait. Oui, je pense que c'est une grande épreuve déjà pour Isabelle Chevrier qui était, mon Dieu, et qui est encore aujourd'hui, mon Dieu, je sais pas le mot qui me vient, c'est survivante, là, mais je pense que Nathalie a plus traversé ça que moi. Vraiment, elle est très forte, en fait. Ça, il faut le dire qu'Isabelle Chevrier est la conjointe. C'est le couple qui écrivait la série. Donc, un des deux, lui... Un duo d'enfer, là. Ouais, un duo, eux autres, ils suivaient en amour comme au travail. Donc, elle a vraiment perdu sa moitié.
Et pour toute l'équipe, c'est un grand deuil. C'est un homme extraordinaire qui nous a marqué beaucoup. Et même moi qui tourne pas tous les jours, les quelques journées où j'ai tourné au Palais de justice, il s'investissait beaucoup. Puis j'oublierai jamais, il prenait le temps de venir s'asseoir avec les comédiennes, même qui avaient des personnages moins pas important, mais moins en fait, qui était moins présent. Oui, moi, il avait pris le temps de venir s'asseoir, dire comment ça va, puis tout ça, alors qu'il était très occupé. Là. C'était vraiment un homme remarquable. Ça reportait un petit peu le tournage, mais enfin là, pour l'été, c'est terminé. Tout est fait, tout est enregistré. On est en tournage. Oh, vous êtes encore en tournage? On est en tournage. OK, c'est pas terminé encore. Non. Donc, tu n'es pas en vacances nécessairement. Non. Mais ta petite famille est quand même en congé. Tu es maman d'une petite fille, alors forcément, là, l'école est terminée. Oui, puis, on a la chance d'avoir un chalet, on se promène, donc je suis comme à moitié en vacances. Hein. Tu réussis bien quand même la conciliation travail-famille? Oui, tout à fait. Par chance aussi, j'ai un conjoint qui a sa compagnie qui peut se permettre des horaires flexibles. On peut donc faire une bonne équipe, nous aussi, là-dedans. Et la communauté, hein, je suis un peu là pour... j'avais envie de vous en parler, mais bien sûr, nous, on habite à Montréal, on a une ruelle verte et on a vite découvert que quand on a des enfants, là, on a une enfant, c'est beaucoup les voisins, les amis qui aussi font en sorte qu'on a un bel équilibre, je trouve. C'est ça, donc ça t'a donné aussi l'envie de t'impliquer aussi au niveau de ta ruelle, d'être présente avec tes voisins. Oui, moi j'aime beaucoup les conseils d'administration, mais pas nécessairement, mais m'impliquer. Quand j'habitais dans un condo, je me suis vite impliquée dès que je suis arrivée comme secrétaire. Après, je suis devenue présidente. On fait des projets. Moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Et voilà, dans notre ruelle, on avait une ruelle avec des familles, puis on se disait, ça serait bien que ça devienne une ruelle verte, ça serait moins passant, de la mettre en valeur. Donc, j'ai dit, il faut faire un comité parce qu'il y a toujours du monde qui ne sont pas contents aussi. Donc, c'est ça, j'ai un côté scolaire, j'aime un peu la gestion. Donc, on va s'asseoir ensemble, puis on a mené à terme ce projet-là. Et donc, depuis 4 ans maintenant, on a une belle ruelle verdie avec plein d'enfants, plein de parents qui sont géniaux. Puis on se rend beaucoup service. C'est très riche, très précieux au quotidien. C'est ça, effectivement. Alors, ce côté-là de toi, ça a toujours été très, très présent. Et puis, c'est drôle parce que, on te voit, bien sûr, dans les séries télé. Tu joues beaucoup des rôles sérieux, pas des comédies nécessairement, sauf peut-être les mecs où on avait... Là, tu avais vraiment une autre facette de la comédienne qui jouait dans un registre beaucoup moins sérieux, quoi. Effectivement. C'était plus de la comédie. Alors, est-ce que c'est par choix ou finalement, c'est parce que, en fait, c'est ton casting, là, évidemment, on te choisit pour des rôles plus sérieux? Oui, ça me tombe plus dessus, mais en même temps, je suis très heureuse parce que j'ai la chance de jouer des personnages très riches, très denses, très différents aussi. Mais je pense à toi dans Mémoire vive, hein, parce que ça, c'est une série que j'ai suivie. Tu sais que c'était une série qui était longue, là, qui a duré beaucoup de saisons, 5 ans, là, quand même. Alors, oui, puis toi, tu jouais un personnage. Ton personnage, c'était une femme lesbienne. Et puis, toutes tes préoccupations, tes incertitudes, ton questionnement. Enfin, on voyait vraiment tout ton parcours. Alors, c'est intéressant comme personnage. Mais extrêmement intéressant, surtout quand c'est sorti à la télé, il n'y avait pas tant que ça. Les personnages qui étaient homosexuels, femmes à la télévision, étaient souvent représentés... là, j'ai juste le mot comme des femmes très masculines, pour parler bon français, avec les cheveux courts, un peu les troc, stéréotypes. Là, les stéréotypes, c'est exact. ça. Et c'est Chantal Cadieux, Brigitte Couture à la réalisation. Et dès le début, on en a parlé, puis c'était clair pour elle que le show allait pas porter là-dessus, en fait. Le personnage de Flavie est lesbienne et c'est tout. Et donc, on va la suivre à travers sa vie. Puis ça va être juste c'est un fait, mais dans la balance... Par contre, c'est ça, mais on suivait quand même un peu tes difficultés. Enfin, ça te rendait très humaine, là, parce que c'était jamais très clair. Là, évidemment, les problèmes de couple qu'on rencontre, même entre femmes, c'est pas évident. Et puis, effectivement. Alors, je pense que ça fait évoluer tout aussi. Ça. Oui, mais c'était... Voilà, puis c'était bien assumé. Et comme on me connaissait peu, j'ai eu beaucoup de beaux témoignages. C'est un des personnages qui m'a vraiment... ça m'a surpris, mais c'est très touchant de lire tous les témoignages, toutes les femmes, les jeunes femmes. Encore aujourd'hui, il y a des couples qui vont m'arrêter de jeunes femmes pour me dire « Tu nous as aidés à faire notre coming out. C'est très touchant.
Et puis c'est ça. Bon, alors, Oui. justement, puis tantôt, on parlait des mecs. Justement, Christian Bégin a été ton célébrant à ton mariage, Oui. entre autres. Alors, vous êtes, Oui. tu sais, finalement, Des tout amis. le monde, c'est ça, vous êtes des amis. Et en parlant du chaînon, c'est important parce que c'est une grosse commande, là, quand même. C'est vraiment une implication, un investissement. D'abord, c'est ton conjoint qui a commencé en premier. Oui, c'est mon conjoint. Ça fait, je pense, 12-13 ans qu'il s'implique, lui, au niveau... Il y a une compagnie d'identité de marque, de branding, Ouais. donc, il fait tout le visuel du chaînon, toutes les publicités télé, radio. Puis Les au départ... outils de communication et Oui, tout. c'est ça. Donc, je suis devenue la voix du chaînon, disons, à la radio. Puis rapidement, il m'a dit, quand il y a eu des événements, il faut que tu viennes, viens visiter la maison, viens rencontrer cet organisme-là, les gens qui y travaillent. Puis dès que j'ai mis les pieds, c'est Ça a été un coup de impossible foudre, pour moi. hein? Oui, c'est un coup Ouais. de foudre. Oui. Exactement. Donc, le chaînon, vraiment un organisme très important. On sait que c'est Judy Richard, Yvon Deschamps qui ont soutenu le chaînon là, dès le début. Et puis, bien des personnalités se sont joints au chaînon. Ah On pense oui. à Marina Orsini, entre autres. là. Oui, depuis qu'elle a 17 ans, elle Ouais, s'implique. Il ouais. faut savoir que c'est Yvonne Maisonneuve c'est tellement une belle histoire que puis je ne vais pas embarquer là-dessus, mais il y a un film à faire sur Yvonne Maisonneuve. Là. C'est vraiment une femme qui a vu des femmes dans le besoin puis qui a dit avec ses amis, on va louer un 5,5 puis on va les aider. Puis ça fait 92 ans maintenant que c'est sur pied. C'est C'est incroyable. immense. À tous les événements, c'est fou. Moi aussi, je m'implique et je vais dans certains événements. Le nombre de personnalités connues qui s'impliquent maintenant. Il y a des spectacles, des soirées spectacles, soirées bénéfices. Oui. Les personnalités connues s'impliquent parce Ils qu'on disent sent oui, le besoin. Ils disent oui tout Ouais. de suite parce que le chaînon a fait ses preuves, je pense, Ouais. et on est beaucoup à pouvoir témoigner. Tous ceux qui voient comment ça se passe de l'intérieur, quand on dit donner au chaînon, c'est donner aux femmes. C'est ça. Ça va directement à la bonne place et ils font vraiment une différence. Ouais. C'est- C'est vraiment une ressource essentielle, dis-je bien, pour les femmes en situation de vulnérabilité. Alors, c'est sûr, c'est un lieu d'hébergement, mais on donne tous les services là, d'accompagnement et tout. Là. Absolument. Et c'est pas que les femmes victimes de violences conjugales, Non. c'est important de le noter. Il y en a qui pensent que c'est plus de la moitié, malheureusement. Mais il y a des femmes immigrantes, des gens aux prises, des femmes aux prises avec des problèmes de dépendance. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Il y a des femmes trans aussi. Toutes les femmes sont les bienvenues là-bas. Puis effectivement, on les héberge, on les nourrit. Puis il y a plusieurs programmes là, qui vont les mener jusqu'à à reprendre un nouvel envol si elles ont envie. Hein. Ils disent toujours c'est la femme qui décide. C'est ça qui est beau aussi. Si elle veut juste dormir, prendre une douche puis s'en aller, c'est elle qui décide. Puis si elle a envie de s'en sortir, il y a des gens extraordinaires qui lui tendent la main puis qui vont l'aider, puis ils vont l'héberger et ils peuvent se retrouver dans des programmes comme Un toit pour elle où elles vont vraiment reprendre là, leur vie en main dans un appartement meublé par les magasins du chaînon. Exactement. Parlant des magasins, je trouve c'est important de le mentionner parce que on peut aller... En fait, il y a 3 boutiques. On peut... Deux? Ah, j'en ai... OK. Il y a 2 boutiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller acheter des vêtements. Il y a des vêtements neufs, il y a des vêtements usagés, il y a des meubles aussi. Oui. Puis c'est une façon aussi de financer. Complètement. Puis encore là, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ben moi, j'ai les moyens, donc je laisse les magasins du chaînon à ceux qui ont besoin. » Non, vous vous trompez. Là. Allez dépenser votre argent là-bas. En plus, c'est éco-responsable, mais vous donnez aux femmes. Et effectivement, le nouveau... Donc, sur le plateau, les 2 boutiques sont sur Saint-Laurent. Ah, c'est puis ça, le Saint-Laurent. nouveau est dans Villeray. Et magnifique, plus grand. C'est ça, ouais. C'est très aéré. On ne se sent pas dans une friperie. Là. Il y a vraiment de tout. Et ils ont aussi un site en ligne. C'est ça qui Oui, est impressionnant. la Tu vois la boutique boutique en en ligne. ligne, tu vois les vêtements, Oui. tu peux aller les choisir, Oui. acheter en ligne. C'est vraiment... La boutique en ligne, c'est souvent le neuf, les marques, donc un peu plus cher, mais on fait des trouvailles hallucinantes. Oui, absolument. Bon, écoute, c'est vraiment, on va continuer notre conversation. On s'arrête le temps juste d'une courte pause et puis après ça, on parle à Sophia Blondin pour le théâtre La Roulotte et ça va peut-être te rappeler des souvenirs. Bien sûr. Bon.
Et oui, dans un parc près de chez vous, le théâtre La Roulotte, c'est un théâtre bien vivant encore. On se souviendra de Paul Buissonneau qui en a été le fondateur. Oui. Ça vous rappelle des souvenirs, Catherine? Oui, ben comme je disais, petite, moi, j'allais pas au théâtre. Je viens pas de Montréal non plus. C'est vraiment arrivé avec l'école de théâtre, Paul Buissonneau, La Roulotte. C'est sûr que rapidement, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, puis tout le monde veut, en finissant l'école jouer pour La Roulotte. Nathalie, c'est ça, tu connais aussi. Jeune, bien évidemment. Ouais. On accueille Sophia Blondin, comédienne et metteur en scène, en fait, de la pièce Fortissimo, qui est présentée en ce moment et tout l'été là, dans les parcs de la ville de Montréal. Bonjour, Sophia. Bonjour, Chantal. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, et oui, donc, toi aussi, tu es passée par l'École nationale de théâtre. Et oui, alors, je pense que tu es une finissante de 2016, mais évidemment, vite, tu as intégré le marché du travail, comme on dit. Enfin, on t'a vu un peu partout au théâtre, mais enfin, dans des séries télé aussi, il faut le dire. Alors, tu es très présente également à la télé. Et récemment, au théâtre, tu as joué dans la pièce Le Père, au Théâtre du Nouveau Monde. Vous êtes en tournée, d'ailleurs, en septembre prochain, là. Oui, la pièce Le Père va amorcer sa tournée à partir du 12 ou du 13 septembre, là, si je ne m'abuse. On va aller parcourir les villes du Québec. Alors, j'ai vraiment hâte. On a une équipe incroyable. Là. C'est un projet qui met en vedette Marc Messier, qui est un gentleman, et Catherine Trudeau aussi, qui est une soie. Donc, on a énormément de plaisir. Oui, je l'ai vu, moi. J'avais pas fait le lien avec ton nom, pardon, mais c'est vraiment très touchant comme show. Bravo, tu étais très bonne. Là, je te replace. Merci. Oui, vraiment, allez voir ça. C'est vraiment intéressant, le point de vue qui est choisi là, dans le texte et comment vous le rendez. C'est très, très bon. Et oui, et puis tu as joué aussi dans Docteur, chez Jean Duceppe, au Théâtre Jean Duceppe. Oui, ça, c'était à l'automne 2023. Oui, c'était l'an dernier. Exactement. Oui, un texte aussi vraiment passionnant. Un texte, en fait, avec tellement de couches d'interprétation. Et justement, toute la pièce tourne autour d'un événement qui est interprété de plusieurs façons différentes. C'est une pièce qui critique, ou qui du moins arrive avec une réflexion vraiment intéressante sur la culture de l'annulation. La culture de et également qui pose des questions très pertinentes en lien avec l'éthique et la médecine. C'est-à-dire, et surtout l'axe entre science et foi et croyance. Donc, c'est des sujets qui sont à la fois d'actualité, très complexes. Oui. Ouais. Et la pièce propose un traitement, une histoire, c'est un thriller, c'est captivant. Donc, on est comme pris dans cette machine qui avance. Ça a été une expérience fabuleuse avec Marie-Ève Milot à la mise en scène, que tu connais bien, Catherine, aussi. Oui, et que j'ai vu le spectacle aussi. J'ai aimé ça. Finalement, je te suis en cachette dans toutes tes pièces. Et Marie-Ève, qui a d'ailleurs fait la mise en scène de la soirée bénéfice du Chaînon en 2023, ou en 2023, c'est ça? Oui, l'année passée, je lui ai demandé de venir faire la mise en scène. Puis, quel bon choix, parce que c'est une femme extraordinaire. Vraiment, très impliquée une grande aussi auprès des femmes. Absolument. Elle a sa compagnie, le Théâtre de la Famille. C'est quelqu'un qui est tellement impliqué dans la cause des femmes, donc vous ne pouviez pas mieux choisir. Oui, mais oui, voilà. Donc, bon, alors bien sûr, beaucoup de choses dans ta carrière. Bien sûr, dans les séries La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé avec la série de Xavier Dolan. Il y a eu District 31 où tu jouais le rôle de Sophie Marchand, la blonde, la nouvelle blonde de Patrick Bissonnette, on se souviendra. Enfin, évidemment, il y a eu plein d'autres Cérébrum aussi. Enfin, bref, c'est sûr qu'on ne va pas tous les nommer, mais quand même. Et puis, tu fais du doublage aussi. J'ai vu passer tu as été la voix de Jennifer Hudson aussi, entre autres. Enfin, il y en a tellement. Alors, on ne peut pas tout détailler. On est là pour parler de La Roulotte, de toute façon. Fortissimo. De Fortissimo. Alors, oui, c'est ça. D'abord, c'est l'auteur Maxime Champagne. Et puis, ce sont des pièces qui sont choisies en collaboration avec en fait, comment on appelle ça? C'est le centre... CEAD, Centre des auteurs dramatiques. Exactement, oui. Oui, c'est absolument. Donc, chaque année, la Ville de Montréal fait un concours en partenariat avec le CEAD pour déterminer quel sera le texte qui sera joué là, à chaque été.
Donc là, celui qui a remporté le concours de sélection est Maxime Champagne avec son texte Fortissimo. Et puis, je comprends pourquoi il s'est distingué, parce que c'est un excellent texte, vraiment un très, très bon texte. Il y a des chansons aussi, non? Est-ce que j'ai lu ça? Oui. Oui, hein? Exactement. Parce que je prévois aller le voir avec ma fille. Mais Catherine, tu es c'est la une nouvelle tradition. Justement, parce que ça a été quand même mis en musique par... écoute, encore là, je n'ai pas le nom devant moi. Fred Tremblay. Ben oui, je l'ai, là, Fred Tremblay, tout à fait. C'est ça. Aucun problème. Oui, donc c'est ça. Donc, Maxime a écrit la pièce. Il a écrit vraiment... Maxime, c'est un auteur de théâtre, donc il s'est vraiment concentré sur les scènes, les dialogues entre les personnages, l'action générale. Les dialogues, etc. Mais il avait prévu dans son texte, OK, là, il pourrait y avoir une chanson qui s'appellerait comme ça, tu sais. Puis là, il écrivait chanson, mais tu sais, il n'avait pas nécessairement avancé énormément ce processus-là d'écriture de paroles et de chansons. Puis c'est une fois que Fred Tremblay, qui est acteur et aussi auteur, compositeur, interprète, et qui a aussi signé déjà des livrets, là, disons, pour des comédies musicales, du théâtre musical. Moi, j'avais déjà travaillé avec lui dans Agamemnon in the Ring, qui était ma première mise en scène, ma première co-mise en scène. Au Théâtre des Écuries. Au Théâtre des Écuries et en tournée depuis, parce que ça a été, disons, assez bien reçu, puis les gens veulent continuer à le voir. On est en tournée au Québec depuis 2 ans déjà, depuis 1 an et demi, en fait, avec la pièce. Donc, il a signé les chansons d'Agamemnon in the Ring, donc je le connaissais bien déjà. Donc, une fois qu'on s'est retrouvés, Maxime, moi et Fred, autour du texte, là, au tout début du processus, avant même d'avoir choisi les acteurs, il y a vraiment eu tout un processus qui s'en est suivi de, OK, la chanson à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle raconte, mettre un peu Fred sur la piste. Puis il y a aussi une collaboration entre Fred Tremblay et Maxime Champagne pour l'écriture des paroles. Donc, il y a certaines chansons dont les paroles ont été écrites par Maxime, mais la majorité, les paroles sont de Fred et le tout est mis en musique par Fred. Ça. Et ça fait une quinzaine, pas loin de 15 pièces musicales, hein, je pense, une dizaine de pièces musicales. Le nombre exact, c'est 13. OK, alors on n'est pas loin. J'étais pas loin. J'étais pas loin. On n'est pas loin. D'ailleurs, je l'ai entendu en entrevue, puis lui-même n'était pas certain. Alors, imagine. Alors, cela dit, parlons de l'histoire. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant, parce que là, ça fait référence à Mozart, qui s'en vient en Nouvelle-France. Il faut le faire. Wow. Oui, alors la pièce repose un peu sur une espèce de passé fantaisiste, un peu anachronique. Donc, c'est la famille Mozart. Dans la vraie histoire, la famille Mozart parcourait les cours d'Europe pour présenter le petit génie et divertir les marquis, les marquises et les comtes et les comtesses, etc. Ouais. Et les rois et les reines. Et donc, dans ce passé fantasmé de Maxime Champagne, la famille Mozart s'est rendue jusqu'en Nouvelle-France, dans sa roulotte, qui sillonne le monde, il faut le dire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et qui se retrouve chez la marquise du Grand Montréal. Donc, on s'amuse vraiment. Donc, il y a vraiment cette idée-là qu'on s'inspire d'un personnage d'une famille qui a existé, mais on l'adapte, on le modernise pour raconter une histoire qui, et c'est là, en fait, le cœur du sujet, c'est vraiment l'histoire de ce jeune garçon qui est Amadeus Mozart et de sa sœur Maria Mozart, qui, en fait, est un peu tannée d'être constamment dans l'ombre de son frère virtuose. Oui, parce qu'elle le sera vraiment dans la vraie vie, enfin. Et dans la vraie vie, elle l'a été. Ouais. Exact. Donc, il y a vraiment cette interprétation-là des faits réels, mais complètement remixée dans une sauce estivale, le fun montréalaise. Oui. Et donc, la jeune Maria, la pièce vraiment tourne autour de ce trop-plein. Maria et le valet de la famille, Figaro, en peuvent plus d'être constamment relégués au rôle de concierge et de régie de coulisses pour faire arriver tous les grands exploits du frère d'Amadeus. Ouais. Et donc, ils décident de former leur propre groupe et de provoquer Amadeus en duel musical. Oui, mais là, c'est tout un duel, là, quand même. C'est quelque chose. C'est tout un duel parce qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu. Amadeus craque sous la pression. En même temps, Maria et Figaro, eux aussi,
font des réalisations à travers tout ça. On a le personnage aussi du père, qui dans notre histoire est un peu l'espèce d'impresario gestionnaire, un peu gérant d'estrade de la famille. Et on a la marquise aussi, qui est un personnage assez vaniteux, qui veut absolument avoir des bravos et qui, au fond, ne s'intéresse pas du tout à la musique, mais cherche plutôt à impressionner la galerie parce qu'elle fait venir des artistes intéressants dans son domaine. Donc, il se tisse plusieurs choses, donc notamment 2 visions de l'art qui se confrontent. Une qui est incarnée par Amadeus, qui vraiment propose une vision de l'art qui tourne autour de la perfection, de la virtuosité, aussi du fait d'être cavalier seul et de récolter toute la gloire. Et d'un autre côté, celle de Maria et Figaro, qui sont plus dans le travail d'équipe, dans l'imperfection. Il y a toute une scène où ils font de la musique, mais ça c'est toujours raté, ça n'a jamais vraiment beaucoup de sens. Ils font des d'ailleurs, leur musique, c'est un peu... En fait, ils ont décidé de former une espèce de groupe punk rock nommé les Seconds Violons. Exactement. C'est très drôle. Exact. Fait qu'on joue beaucoup avec aussi l'esthétique de leur musique. Il y a un contraste immense avec ce que Mozart propose. Est-ce que tu joues dedans aussi, en plus de faire la mise en scène? Non, c'est vraiment... c'est une belle distribution en passant, hein? Merci beaucoup. Je suis vraiment fière de la gang. Ça m'amène aussi à une des caractéristiques du projet. Le Théâtre La Roulotte, qui existe depuis plus de 70 ans, est en partenariat avec le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et l'École nationale de théâtre du Canada. Alors, ce sont des finissants, bien souvent, qui sont bien contents de passer l'été en plein air. Exactement. Donc, c'est 5 finissants de l'École nationale et du Conservatoire. Généralement, il y en a 2 de chaque école, puis un soit d'une école ou de l'autre, là, dépendamment des besoins de la distribution. Et c'est les finissants récents. Là, ils viennent de faire leurs auditions du CAPSU, ils viennent de finir leur formation, puis là, ils passent leur premier été. Alors, c'est merveilleux, oui. Puis, en parc. Et c'est ça, ce sont des jeunes très, très enthousiastes. En tout cas, chose certaine, vous reprenez la tradition, ce théâtre La Roulotte. On pense tout de suite, comme on le disait tantôt, à Paul Buissonneau, là, qui a eu l'idée quand même à l'âge de 14-15 ans. Là. Et puis après ça, ça va être dénommé Claude Robillard, qui était directeur du service des parcs à l'époque, un peu plus tard, là, qui va l'approcher et qui va lui suggérer cette fameuse roulotte. Alors, ça a été vraiment... Quelle belle idée. Quelle belle idée. Et puis, Paul Buissonneau, là, qui a même refusé des fois des rôles, hein, parce qu'il était tellement engagé dans cette mission-là qu'il a même refusé le rôle de Monsieur Surprise à l'époque. Là. Ah oui? Oui, dans la boîte à surprise, oui. Il a fait Piccolo à la place. C'est quand même pas bien. Bon. Alors, merci. Et vous, là, il y a plein de dates qui s'en viennent dans les parcs. On va sur le site Le Théâtre La Roulotte. On a toutes les dates dans les différents parcs. Toutes les dates sont disponibles. Aujourd'hui, ils sont à Lachine. Ils vont être à Mercier-Hochelaga Maisonneuve et à Rosemont la semaine prochaine. Vraiment, allez voir, c'est gratuit, c'est le fun. On sort de là avec un sourire dans le visage. Tout à fait. Oui, on émerveille les enfants. Merci, Sophia. Bon été à toi. Merci à vous. Bon été. Bye. Bye, Sophia. Plaisir. Bye, Catherine. Vous écoutez Aime l'été. Et deuxième moitié d'heure, on continue avec Guylaine Marois, journaliste, scénariste, musicienne, réalisatrice, productrice. Et elle a fondé La Ruelle Film avec Éric Ruel. Oui. Alors, c'est ça. Et donc, bonjour. Bonjour. Hey, ça me fait plaisir de vous parler. Vous êtes là en studio avec nous, alors que la semaine dernière, on vous a parlé, n'est-ce pas, Nathalie? Ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on a voulu en premier lui parler, et puis on a dû la joindre un peu plus tard dans l'émission, de sorte qu'on s'est quitté sur des chapeaux de roue. On n'a pas eu le temps vraiment de s'asseoir, de se déposer. Et vous étiez en France, alors vous êtes de retour depuis. C'est pour ça que vous êtes avec nous en studio aujourd'hui. Alors, tant mieux. Finalement, le hasard a bien fait les choses. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous en studio. Ben, c'est merveilleux. Avec Catherine Renaud, qui est comédienne, qui est avec nous, qui passe l'heure, avec Nathalie Barrette, notre recherchiste. Très féminine. Oui, on est bourré de talent. Ben oui, tout à fait. Alors, c'est merveilleux. Vous avez tout un parcours et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se laisser comme ça sur des chapeaux de roue. D'abord,
D'abord, c'est parce qu'on vous avait invité pour parler du fameux balado qui est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada, le balado Beau Dommage, qui finalement fait référence aux 50 ans de l'album Beau Dommage. Et d'ailleurs, faut mentionner que à la fin de l'été, l'Orchestre métropolitain va faire une soirée Beau Dommage. Absolument. Le 31 juillet. Alors, c'est à ne pas manquer. Donc, ça, c'était la place des Arts, la salle Wilfrid Pelletier. Alors, ce sera encore tout à fait d'actualité, là, votre balado. Il faut vraiment pas manquer ça. Alors, je vais pas parler de ça tout au long de l'entrevue, là, mais juste rappeler aux gens que c'est vraiment... vous avez réuni les membres du clan, là, du groupe Beau Dommage pour... autour des pistes, en fait, de travail, les copies de travail. Effectivement, des bandes sonores, en fait, parce que dans les bandes sonores de disques, il y a chacun des instruments, en fait, qui est enregistré séparément. Et l'album de Beau Dommage nous a tellement marqués tous et toutes, et puis de génération en génération. Puis, je savais pas un peu... Ça fait longtemps que je travaillais avec le groupe parce que je vois faire un documentaire. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'archives. Exact. Il n'y avait pas d'archives. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec les pistes, on pouvait faire quelque chose et on a plongé dans la musique et la mémoire, en fait, de chacun a rejailli et il se rappelle, en fait, ça nous ramène à l'époque, ça nous ramène dans le moment de la création. Et puis voilà, je pense que je reçois beaucoup de messages, en fait, de gens qui écoutent ça un peu partout. Et, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est de la joie. Et voilà, et ces chansons-là, ça nous replonge dans les années 70 aussi, quand même. Tout à fait. Quelle belle période pour ceux qui l'ont vécu. Alors, et le balado s'appelle... Beau Dommage. Beau Dommage. La face cachée de l'album. Oui, c'est en vrai. fait, parce que peut-être qu'il va y avoir une série. On a trouvé que c'était comme une bonne idée, la gang à Radio-Canada aussi. Mais on va faire ça avec des albums, évidemment. Il faut que ça soit des albums marquants, en fait, pour que ça vaille la peine. Mais là, il y a quelques épisodes. Le balado... Le balado a 7 épisodes, en fait. 7 épisodes. Autour des chansons de l'album Beau Dommage. Alors, les gens se racontent. D'ailleurs, vous les avez pris individuellement, de sorte qu'il n'y a personne qui a exactement les mêmes souvenirs. Chacun apporte c'est beau. ses anecdotes. C'est très... C'est drôle, ça raconte l'époque en même temps, j'imagine. Oui, c'est un travail collectif, c'est ça. C'était l'époque aussi. Donc, c'était... on travaillait en collectivité, en collégialité. Vraiment, c'était démocratique. Exactement, oui. Donc, c'était long, mais en même temps, ça donne... c'est des chansons qui durent dans le temps et qui nous accompagnent. Donc, c'est de revivre tout ça qui est fascinant. Puis, je vois que ça touche beaucoup les gens aussi. C'est un grand privilège de travailler avec ces gens-là et de replonger dans cette époque. Oui, vraiment. Qui nous a tous marqués. Puis, ils ont été tellement généreux, en plus. Ils se sont vraiment... ils se sont prêtés au jeu. Ils sont prêtés au jeu. Ils ont embarqué 100%. J'ai passé comme 2 fois 3 heures avec chacun à vraiment essayer de trouver les histoires. Puis eux, ils ont revécu l'époque. Michel Rivard prenait sa guitare puis il se rappelait comment il avait fait tel riff pour telle chanson le 23 décembre, par exemple. Comment est arrivé le solo de flûte, puis pourquoi la chanson aussi. Oui, que chacun apportait du sien, finalement. Et puis, certains se ralliaient à la décision de l'autre. Ou enfin, c'était vraiment c'est très intéressant à écouter. Et c'est ça. Donc, on le rappelle, ce balado qui est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada. Mais en fait, c'est que d'abord, votre parcours, parce que, là, vous êtes en studio, je réalise à quel point, à quel point elle a l'air jeune, puis, tu sais, elle a fait tout ce que j'ai devant moi. Le CV, c'est impressionnant. Enfin, vous êtes une spécialiste du patrimoine musical pop québécois. Alors, ça ne nous étonne pas, évidemment, votre démarche avec Beau Dommage. Vous avez également approché, à un moment donné, Pierre Marchand de Musique Plus et Musimax, et vous avez vous-même initié des portraits d'artistes exceptionnels, que vous avez développé une nouvelle façon de présenter des biographies d'artistes. Oui, en fait, je m'étais inspirée à l'époque... C'était le début c'est 1999. Moi, j'écoutais ça. J'étais une grande passionnée de musique. Aux États-Unis, il y avait quelque chose qui s'appelait Biography. Puis, c'était chronologique et tout ça. Puis, mais j'étais tellement dans le catalogue québécois. Je travaillais déjà dans l'industrie du disque et je m'étais dit, il faut faire ça au Québec aussi. Et j'avais approché Pierre Marchand, puis il m'avait dit à l'époque, Guylaine, tu penses qu'on peut en faire 10? Tu penses qu'on a assez d'artistes marquants pour en faire 10? On en a fait 100. Et les gens, avec plaisir, peut-être que vous vous souvenez de ça, si vous avez l'âge, en fait, ça fait quand même, c'est
2000 à 2006 qu'il y a eu ça s'appelait Musicographie. Oui. Puis Pierre Marchand a dit, ben oui, tu sais, donc il y avait une nouvelle chaîne qui était Musimax, en fait, et puis il y avait besoin de contenu. Alors, ça a comme donné l'identité à la chaîne aussi. Mais c'est dire combien on est attaché, les Québécois, à nos chanteurs, chanteuses, au groupe de musique. Et je pense que ça fait vraiment partie de notre identité. En fait, cette forme d'art-là, la chanson, est extrêmement importante. Ouais, et d'ailleurs, vous avez eu une rencontre quand même aussi qui a été déterminante aussi avec Denis Pantis, là, des disques Mérite, parce que, en fait, lui, c'était un grand archiviste de bandes sonores du patrimoine musical québécois. Alors, finalement, vous avez plongé là-dedans, vous vous êtes engagé aussi, impliqué avec lui dans la réédition d'une centaine d'albums de grandes vedettes québécoises. Là. Ça passe autant par les René Martel, René Claude, Michel Richard, enfin, nommez-les, Félix Leclerc et tout, là. Pierre Lalonde. Oui, Pierre Lalonde, effectivement. Et c'était tellement particulier. Moi, j'étais très jeune à l'époque. J'étudiais... Oui, c'est quand même étonnant d'être dans le patrimoine. Autant de temps, dans le autant passé. de passion. C'est ce que je me dis aussi. Que nos parents écoutaient, exactement. Nos grands-parents. En fait, j'avais commencé, j'étais vraiment passionnée par la musique très, très, très jeune. J'ai commencé à écouter de la musique jeune, à jouer de la musique super jeune aussi. Puis c'est comme si je cherchais des racines un peu. Tu sais, je refusais un peu, parce que j'écoutais beaucoup de musique anglophone aussi adolescente, puis j'ai commencé une maîtrise en musicologie et plutôt que de faire ma maîtrise, en fait, j'ai investi le terrain québécois, en fait, comme une ethnomusicologue. Je le voyais un peu comme ça à l'époque. Puis, j'ai rencontré toutes ces personnes. C'est vraiment tout le monde. Là, tu sais, quand on faisait même les compilations et toutes ces entrevues pour Musicographie, j'ai rencontré tous les artisans importants des années 50, 60, 70. Ça a été vraiment une période extraordinaire, là. Ah oui, c'est ça. Donc, évidemment, alors, il y a eu cet aspect-là de votre travail. Bon, je ne veux pas en oublier. Puis, enfin, je pense, vous participez à la réalisation de l'album Le temps est bon de Stéphane Venn. Encore là, ça rappelle des souvenirs. La réédition des 2 premiers volumes de la Révolution française des mais vous avez vraiment fait un bon travail de recherche, les filles. Tu sais, en fait, justement, puis je fais référence, les Sinners, qui étaient, finalement, on pense à François Guy, qui nous a quittés, c'est sûr. Alors ça fait référence, bien sûr, avec cette époque-là aussi, encore là, très, très, c'est ça, très riche, très dynamique. Vous avez gagné des prix, bien sûr aussi, mais là, ça, c'est dans le cadre de documentaires, parce que là, arrive un jour, avec toutes ces... à la fois, vous vous occupez de patrimoine musical, bien sûr, mais après ça, arrive votre coup de foudre pour le documentaire. Ben oui. En fait, arrive 2001, en fait. J'étais toujours quand même intéressée par l'actualité, grande lectrice, et j'avais fait des études en droit aussi. Mon père voulait que je sois avocate. Oui, c'est ça, exactement, j'allais le souligner. J'ai un petit peu... il y a eu une transformation politique, évidemment. On se rappelle de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, il y avait comme un changement politique, puis j'étais plus intéressée par la politique. Puis je me suis rendu compte qu'avec le documentaire, j'avais commencé à en faire quand même ma musicographie. Forcément. Donc j'avais comme un peu fait mes premières armes. Et puis là, j'ai rencontré mon conjoint, Éric Ruel. On a fondé notre boîte. Puis on a vraiment commencé à faire du documentaire plus engagé. Puis on ne savait pas ce qu'on faisait vraiment, mais on faisait du documentaire d'impact un peu. Là, maintenant, on parle de ça, du documentaire d'impact. Mais on l'a fait dès 2007 avec un premier film qui s'appelait... on a fait un film sur la musique, Chanter plus fort que la mer, sur Petite-Vallée. Mais après, on a fait Bombe à retardement, Time Bombs en anglais. C'était notre premier film en anglais aussi, donc ça nous a permis d'investir le territoire canadien aussi. Oui. Il y a eu Gentil aussi, Gentil, autour de donc la centrale nucléaire. Exactement. Donc là, on se rendait compte qu'avec un documentaire, on pouvait changer des choses, comme par exemple, on avait fait un documentaire sur des vétérans qui avaient été victimes dans les essais nucléaires du Nevada, qui n'avaient jamais été reconnus, compensés. Alors avec le documentaire, ils ont obtenu la reconnaissance puis des compensations. Donc on s'est dit, oh mon Dieu, on peut vraiment faire ça en faisant du documentaire. C'est ça. Et donc, tout le travail que vous avez fait, d'ailleurs, vous avez aussi écrit dans Le Devoir, oui. Quand même, pendant au moins 3 bonnes années. Je m'incline. Ouais. Moi aussi, je m'incline, mais je pense aux gens qui nous écoutent à la maison ne peuvent pas s'imaginer la jeune femme qu'il y a devant nous. Ça, alors qu'on parle de ce profil-là, on ne parlera pas d'âge, Guylaine, mais on a une jeune femme devant nous.
C'est incroyable. Alors que les gens doivent s'imaginer qu'on a quelqu'un qui est plus âgé. Qui s'attaquer à des gros sujets. Oui, on sent toute la passion. Ouais. Non, c'est ça. Alors, bon, évidemment, ça vous a... on parle de prix que vous avez reçus, notamment en 2011, le prix Pierre Berton, ou enfin, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, la plus haute distinction remise par le gouverneur général du Canada pour Histoire Canada, parce que, évidemment, tous ces sujets, il y a J'ai la mémoire qui tourne, entre autres, le documentaire. Mais tu sais, c'est la chance de travailler avec des équipes aussi. Puis, je pense à Sylvain Cormier, en fait, qui est journaliste au Devoir et qui aurait dû être écrivain, en fait, qui aboutit comme journaliste, mais... Donc, j'ai formé des équipes aussi. Sylvain a travaillé beaucoup avec nous. Je pense à J'ai la mémoire qui tourne, qui est ce grand projet. En fait, on s'est lié avec des collectionneurs de films de famille. On a la plus grande collection de films de famille, sans doute en Amérique du Nord, en fait. On a plus de 50 000 bobines qui viennent de familles québécoises, qui partent de 1910 à... les années 80, en fait, parce qu'après, les caméras vidéo sont arrivées. Alors, c'est avec une équipe, Éric Ruel aussi, qui est vraiment plus mon conjoint, qui est aussi monteur et producteur et qui est un amoureux des archives, qui a travaillé à l'ONF avant. Donc, c'est un peu le mélange, là, de... Évidemment, j'ai pas fait tout ça tout seul. Non, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le documentaire 2017, ça va être Expo 67, Mission Impossible. Ouais. Ça, je me souviens d'avoir vu aussi. C'est très intéressant. Alors, bon, évidemment, là, on va s'en venir dans les sujets plus récents, mais chose certaine, c'est vraiment tout un parcours, le vôtre. Mais je voulais juste souligner aussi, parce que vous êtes allé aussi... du côté de Gaza, à un moment donné. Et là, je me dis, c'est difficile de ne pas en parler avec l'actualité. L'actualité, évidemment, tout ce qui se passe là-bas. Vous êtes allé rencontrer Yasser Arafat. Il faut quand même le faire. Vous étiez toute jeune encore. Oui, j'avais 27 ans. Il s'est assis avec vous. Vous avez jasé. Vous l'avez... interrogé, oui. Ben, en fait, c'est donc, vraiment... le prochain documentaire va porter sur votre parcours. C'est ça qu'il faut faire. Oui, écoutez, c'est un peu d'aller avec des coups de cœur, hein. C'est de suivre ces coups de cœur, puis il n'y a pas de logique financière là-dedans, il n'y a pas de plan de carrière, évidemment, parce que tu ne prends pas cette direction-là, tu sais. Alors... j'avais rencontré ici le président de la Fondation canado-palestinienne, alors que j'étais jeune journaliste au Devoir aussi, mais plus en musique. Puis il avait commencé à me raconter, en fait, ce qui se passait à Gaza. Et il m'avait dit, si tu viens, tu vas avoir l'opportunité de rencontrer Yasser et tout ça. Fait que là, mais j'ai beaucoup insisté, évidemment. Je suis allée avec un grand ami qui s'appelle Jean-François Leblanc, qui est un photojournaliste. Et je lâchais pas le morceau, tu sais, parce que il y avait à cette époque-là tous les journaux qui voulaient rencontrer, occidentaux qui voulaient rencontrer Yasser. Moi, j'ai eu une entrevue one-on-one avec lui, mais parce que aussi j'étais jeune, j'avais l'air naïve et inoffensive aussi, tu sais, donc j'ai profité de ça aussi. Vous n'étiez pas menaçante, enfin. J'étais pas menaçante, alors, mais quand j'ai fait cette entrevue avait été publiée dans la presse, donc, c'est sûr que ça a dû être un grand coup quand même pour vous, pour votre carrière. Mais excuse-moi, Guylaine, vous le dites, vous n'avez pas fait ça tout seul. Oui. Parce que tantôt, on parlait avec toi, Catherine, du travail d'équipe, de l'importance de travailler en équipe. Puis on le sait en radio, en télé, en documentaire, peu importe, les équipes sont tellement importantes. Vraiment. On fait rien tout seul. Non. C'est ça. Donc, à cette époque-là, j'étais plus, tu sais, quand t'es journaliste pigiste, t'es plus en solo, mais tu sais, même toutes les musicographies et tout, j'ai eu la chance de toujours m'allier avec des personnes exceptionnelles, en fait. Puis jusqu'à aujourd'hui, en fait. Puis à La Ruelle, maintenant, on est vraiment une équipe qui est soudée depuis quelques années. Et tout le succès en France, par exemple, de « Je vous salue, salope », c'est pas moi. Je le dois à Geneviève, Éric et Jérémy qui travaillent chez nous et qui ont pas lâché le morceau, là, tu sais. Alors, c'est sûr, parlons-en de ce documentaire choc. Évidemment, « Je vous salue, salope », la misogynie au temps du numérique, là, que vous n'avez pas fait seul, effectivement, avec Léa Clermont-Dion, notamment, et puis, votre équipe. Alors, oui, ça a été vraiment aussi dans tout le mouvement MeToo, là, c'est sûr que arrive aussi, on est à l'ère du numérique, on sait on parle de cyber-intimidation. D'ailleurs, Catherine, tu faisais référence à la pièce de théâtre et au film La Meute. De Catherine Anne Toupin. Ce spectacle-là m'a marqué. Je suis sortie de la salle tellement choquée.
c'est tellement bon, le théâtre, quand ça nous prend comme ça, mais en même temps, là, ça faisait mal. C'était difficile à prendre. Là, c'est une réalité qui est... C'est ça rentre dedans. Et d'autant plus que tu es maman d'une jeune fille maintenant, ça vient chercher probablement davantage. C'est sûr que c'est effrayant. Oui, en fait, les réseaux sociaux, c'est omniprésent. On peut pas empêcher ça. Il faut faire avec. Mais en tout cas, oui, là, elle a 7 ans et demi. Je fonde plein d'espoir, naïvement probablement, mais je me dis peut-être que ça va évoluer dans le bon sens. Bien, on n'a pas le choix, en fait, puis d'essayer, parce que sinon, je reviens d'Europe, il y a vraiment un mouvement de droite on assiste vraiment à cette radicalisation vers la droite partout dans le monde, et ça en nous fait. touche aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est jamais des bonnes nouvelles pour les femmes, ça, pour les droits des femmes. Effectivement. Mais je pense qu'il faut garder espoir toujours et faire des choses pour que ça change, parce que c'est toujours comme ça que ça change. C'est des gens de bonne volonté qui sont déterminés, qui font avancer les choses. Fait que toute l'histoire de l'humanité, c'est écrite comme ça, alors il faut pas lâcher. Oui, exactement. Et bien sûr qu'on a de grands hommes aussi qui font avancer les choses, mais on a aussi des femmes importantes, d'ailleurs, qui mettent beaucoup, comment dit l'expression, la roue à l'épaule, l'épaule à la roue, voilà, c'est ça. Mais alors, c'est vraiment parce que les femmes sont toujours très, très engagées à tous les niveaux. Là. Je regardais, j'écoutais justement un reportage avec une journaliste là, qui est allée en Afghanistan, bien sûr, celle qui fait les nouvelles, la Radio-Canada, qui parlait évidemment des cas de ces femmes qui préfèrent s'immoler par le feu que de vivre comme ça dans des situations intenables avec, bien sûr, une famille qui les exploite à fond, là, mais enfin, il y a des reportages présentement, et puis c'est ça, ça me faisait référence à ça, mais en fait, je vous salue, Salope, là, vous vouliez une large diffusion, même que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais vous avez aussi adapté la communication en fonction aussi du public, hein? Oui, on a beaucoup réfléchi en amont, en fait, quand on faisait le film, parce qu'évidemment, on commence à avoir cette expérience, puis avant de le lancer, on s'est alliés, justement, on parle d'équipe, puis d'alliances. On a eu des alliances avec beaucoup de femmes, des groupes de femmes. Il y a des gens là, partout dans le Québec qui font un travail hallucinant, extraordinaire. Des gens qui sont généreux, justement, qui veulent bâtir un monde meilleur. Et pendant 1 an, on s'est alliés avec ces personnes-là. On a annoncé la sortie du film, puis les gens se sont pointés dans les cinémas. Là. Les gens ont été là. On était dans les 10 films les plus regardés, en fait. Puis on était en compétition avec les gros blockbusters américains au cinéma, avec un documentaire sur quelque chose de potentiellement bien plate. Oui. Fait que, mais c'est ça. Alors, il y avait un timing, en fait. Quand le film est sorti, puis c'était juste après la meute, on sentait qu'on avait le besoin de nommer quelque chose. On n'avait pas encore nommé la cyberviolence faite aux femmes et compris qu'il y avait un recul potentiel, en fait, des droits des femmes qui était en train peut-être d'arriver. Et alors, je pense que les gens étaient là, qui voulaient faire quelque chose, comprendre le phénomène, puis ça a été vrai vraiment un peu partout dans le monde. Puis je pense que le film, on reçoit encore des demandes pour le présenter parce que les gens sentent aussi cette radicalisation-là maintenant. Maintenant qu'on est en train de... Léa et moi, on avait observé des groupes marginaux, misogynes, mais ces mouvements-là, en ce moment, sont en train de devenir mainstream. C'est ça, ça contamine finalement l'espace public. Vraiment. Donc, voilà, il faut pas lâcher. Ouais. Alors, ça fait beaucoup de choses. Évidemment, vous êtes donc cet engagement-là. Je pense que c'est ça, on parlait des femmes, on parlait et en passant, la journaliste dont je parlais, c'était Céline Galipeau, bien sûr. Tu parlais de Céline. Oui. Bien sûr, qui est allée en Afghanistan, mais c'est parce que là, j'écoutais des reportages justement de correspondants et puis évidemment avec tout ce qui se passe et puis de voir aussi des fois que ces journalistes-là sont à même de voir comment les femmes aussi sur le terrain peuvent être actives, essayer de faire changer les mentalités et puis de faire reconnaître que les femmes ont une part importante dans la société et puis qu'à chaque fois que finalement que les femmes s'impliquent dans des projets, ça fonctionne et puis que les hommes peut-être réalisent, oui, regarde, l'apport des femmes, c'est essentiel dans des pays où finalement on est très, très loin là, dans l'acceptation des femmes dans un rôle plus
participatif, là, enfin. Oui. Alors, cela dit... ça, c'était mon éditorial, mais chose certaine... Alors, on parle de Catherine qui s'implique au niveau du chaînon, on parle de tout ce qu'elle fait au niveau de son engagement, et puis tous les artistes aussi qui sont présents dans les organismes. Alors, vous le faites par le biais du documentaire, et puis, est-ce que vous avez d'autres projets, Guylaine? En fait, est-ce que tu as d'autres projets? C'est ça, profiter de l'été un peu, même pas. Oui, est-ce qu'il y a des vacances à travers cela? On commence à tourner un prochain film, en fait, sur une question qui va vraiment beaucoup vous étonner. J'ai fait beaucoup de films sur la question nucléaire et Gentilly et Time Bomb. À un moment donné, j'ai été invitée par un groupe qui s'appelle Pugwash, qui allie des scientifiques d'un peu partout dans le monde. Ça a été fondé par Albert Einstein et qui voulait en fait m'intéresser à faire un film sur la menace nucléaire, qui est grandissante, comme vous le savez. Et à un moment donné, j'ai fait une blague parce que j'étais très impressionnée, intimidée par toutes ces personnes et qui me demandaient qu'est-ce que je pensais de ce qu'ils venaient de dire. Pas grand-chose, tu sais. à part que je les croyais bien, évidemment, de l'importance puis de l'urgence de cette question-là. Puis, à un moment donné, j'ai fait une blague. Je leur ai dit, je suis très contente, en fait, honorée d'être avec des gens qui pensent pas que la Terre est plate et qu'on est visité par des extraterrestres. Puis là, il y a eu un petit silence. Et là, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des scientifiques qui pensaient qu'on était visité par des extraterrestres. Puis là, moi, j'ai comme tombé en bas de ma chaise. Et puis là, c'est ça. Depuis quelques années, je m'intéresse à cette question-là. Donc, je rencontre des scientifiques qui nous donnent une perspective, mais complètement différente. Vous savez, justement, dans le monde de la science, en ce moment, depuis quelques années, avec la physique quantique et tout ça, comme tout est permis dans la pensée. Oui. Et pour moi, c'est une manière de poser la question de comment discerner le vrai du faux aujourd'hui, quand tu as des gens qui croient, des gens extrêmement intelligents, qui sont par des diplômes, eux-mêmes, qui croient des choses qui nous étonnent. Oui, qui tiennent des discours controversés. C'est tellement intéressant. Voilà. Alors, puis là, ma posture est agnostique, c'est-à-dire que je suis pas une croyante, je suis pas non plus une sceptique qui ne veut pas croire, mais je veux vraiment savoir. Alors, ça me mène un peu partout dans le monde à tenter de trouver des réponses. Bon, c'est vraiment beaucoup de pain sur la planche. Guylaine Marois, ça a été un plaisir de vous accueillir, vraiment. Un plaisir, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'accueillir parce que là, je sais pas pourquoi. Oui, non, parce que là, maintenant, elle m'impressionne tellement que je la vous vois. Là, je suis rendue à la vous voyez. J'ai commencé par le dessus, mais là, c'est trop. Alors, merci Guylaine. Merci à vous toutes. Merci infiniment et puis bon été quand même. Oui. Au revoir. On poursuit à M l'été. Évidemment, Guylaine Marois va rester finalement avec nous en studio, mais on va s'entretenir aussi avec Catherine Renaud. On va parler de sujets plus légers, comme par exemple, qu'est-ce que tu fais cet été? Concrètement, à part tourner, là, t'as pas fini tes tournages? Peu, je fais des voix, projet d'écriture, puis sinon, c'est au chalet. On a fait un beau voyage en mai, donc là, on se tient plus tranquille. As-tu des souvenirs mémorables, toi, en fait, des étés d'enfance ou je ne sais trop? C'est des souvenirs, oui, mais chez nous, c'était le bonheur dans les choses, dans les petites choses, j'ai envie de dire, mais je veux pas parler du petit pain, là, mais... Oui, pardon. Non, je te laissais quand même filer. C'est drôle parce que je prenais une marche un soir, mais tu sais, l'odeur du gazon frais coupé, tu sais, souvent, c'est des souvenirs olfactifs, hein? C'est très impressionnant, des fois, nos souvenirs. C'est vrai. Ouais. Et quand, des fois, je me promenais ici, pas loin, parc La Fontaine, hein, puis je pensais au Théâtre de Verdure à l'époque, là, on a parlé de la roulotte, mais je revoyais c'est ça. Puis les odeurs aussi me frappent. Oui, chez moi, je pense que c'était l'odeur du barbecue puis des hot dogs. C'était vraiment des étés. Moi, j'ai grandi à Varennes. On était les seuls de la famille qui avions une piscine. Puis c'était vraiment les rencontres familiales. C'était comme une plage, là. Toutes les tantes étaient là à se faire bronzer.
Puis c'était le barbecue, la piscine. Et là, ça continue, mais au chalet. Tu Là, passes ça tes étés au continue chalet. oui. Ouais. Puis sinon, ma sœur est devenue la maison familiale depuis que nos parents sont séparés, mais on continue cette tradition de voilà, Bon, puis toute en fait, simple. qu'est-ce que tu dirais s'il y avait une activité là, que tu voudrais faire en priorité durant l'été? Mon Dieu, ben c'est sûr que les réunions de famille et les réunions entre C'est ça qui est le amis, plus fun. mais que je voudrais faire absolument. On veut faire, oui, bien sûr, La les littérature, lectures. tu Ben, vois, oui. ben oui, moi je suis un peu hyperactive, donc j'ai beaucoup de mal à lire longtemps. Je me lève tout le temps. Mais là, je suis en train de lire Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot, puis oui. Rue du Plessis, ma petite noirceur. C'est vraiment très bon. Donc, j'ai des coups de cœur, puis là, j'arrive plus à le lâcher. Les romans de Martin Talbot, qui est un ami, puis vraiment qui se lisent tout seul. Là. C'est des petits romans. Il y en a 3, il y en a un 4e qui arrive, ça. Donc, prendre le temps de lire. Puis sinon, ben oui, j'ai apporté jardiner tout naturellement, mais j'aime bien jardiner. Donc, m'occuper du potager, des T'as fleurs. le pouce vert. Puis, ben, j'essaye. En tout cas, ça m'amuse. Mais oui, c'est ça. Les belles rencontres, les barbecues, boire du rosé, ça va être ça l'été. Puis Bon, ben, c'est travailler, merveilleux, c'est un beau j'espère, projet. le plus possible. Oui, Guylaine, c'est ça, ce genre d'activité-là, on achète. Oui, bien certainement. Hein? Lire, bord de achète piscine, petit Le rosé. Absolument. Bon. Mais en tout cas, chose certaine, ça a été très agréable d'être réunis tout le monde ensemble et pour terminer l'émission. En tout cas, merci Catherine Renaud. Bon été, Ben, merci bonne de fin de l'invitation. tournage. On va aller à la pour, roulotte, on va écouter le film de Guylaine. il y a la roulotte, Guylaine avec tous ses projets, on va la suivre. Et puis, on écoute surtout le balado aussi Oui. pour les gens qui ne peuvent pas se Assurément. déplacer, n'est-ce pas? balado. Écoutez, Parfait pour évidemment, les vacances. C'est parfait pour les Et vacances. indéfendable. Indéfendable. Oui, de toute Oui. façon, tout ça, ben, même pour les gens à mobilité réduite, hein, c'est sûr on peut voir de belles choses comme ça et puis vous suivre finalement dans vos projets. Merci Nathalie Merci d'avoir passé la semaine merci, avec moi. Merci je à trouve vous. ça de toute beauté. Ces de toute femmes beauté, sont, certain. Belle rencontre. Ces femmes sont Oui. exceptionnelles. Et ben, Les vous deux. êtes un public exceptionnel qui nous écoutez. Merci d'avoir été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine de Aime l'été. Au revoir et passez un bon week-end.